Bien, bonjour à toutes et à tous, ou plutôt peut-être bonsoir. Merci d'être venus nombreux à assister à cette conférence. Donc, je me présente, Brian Chess, je suis maître de conférence en géographie à l'université de Rouen-Normandie. Donc, pour cette dernière conférence, en tout cas pour cette salle, pour cette dernière conférence aujourd'hui, on va parler de la relation entre le sol et la viticulture en Bourgogne. Ça marche pas? Ah, plus près? J'ai peut-être pas l'habitude, excusez-moi, de parler au micro. C'est vrai que dans les amphithéâtres, on n'en a pas, on en a pas très souvent. Donc, je vous disais, on va aborder cette relation entre la terre, ou plus particulièrement le sol, et la viticulture sur la côte de Bourgogne. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous, en tout cas j'espère, ont reconnu à quoi font référence les premiers mots du titre que j'ai utilisé. L'aile ou la cuisse, super, ça me fait plaisir. Parfait, parfait, parfait. Donc effectivement, je les ai mis entre guillemets parce que je me suis permis de les emprunter à Louis de Funès dans L'aile ou la cuisse. Donc une... Ah mais je suis trop loin, mais je vais parler fort sinon. Alors je vais essayer de rester comme ça. Donc voilà, c'est mieux. Non mais il est branché là. Alors, je disais, donc, c'est des mots que j'ai empruntés à Louis de Funès dans L'aile ou la cuisse, donc une scène célèbre où il se remplit un verre de vin, puis il le soulève et il s'exclame: le vin, c'est la terre. Donc voilà, si on oublie un peu effectivement le trait humoristique, qu'on oublie le contexte qu'il y a autour, c'est une phrase, quelques mots qui s'appliquent parfaitement au contexte viticole bourguignon, où j'ai envie de dire, plus que dans n'importe quel autre vignoble, la qualité des vins est issue des sols sur lesquels pousse la vigne. Donc c'est ce que je vais tâcher de vous démontrer au cours de cette présentation. Mais avant, donc un petit point, qu'est-ce que j'entends par le vignoble de Bourgogne, ou ce qu'on appelle plus communément aussi la côte viticole de Bourgogne. Donc c'est une longue bande de terre qui s'étend sur plus de 100 km du nord au sud, entre les villes de Dijon et de Mâcon. Donc les principaux résultats que je vais vous montrer aujourd'hui, l'essentiel des résultats que je vais aborder aujourd'hui sont tirés d'études qui ont été réalisées au sein du vignoble de Mercurey, donc qui est situé, comme je le montre avec le petit carré rouge sur la carte de gauche, qui est situé sur la côte chalonnaise. Donc c'est un des 4 sous-vignobles de la côte viticole de Bourgogne. Donc ce vignoble de Mercurey, et ce qui est important à retenir, la majeure partie de ce vignoble est adossée à un petit bassin versant de 14 km carrés, qu'on appelle le bassin versant du Giroux. Donc ce qui est important de retenir pour la suite, c'est que donc vous avez un petit cours d'eau donc, qui traverse le vignoble de Mercurey, et à ce cours d'eau est associé un territoire de 14 km². Ce qui veut dire quand vous avez une goutte de pluie qui va tomber quelque part dans ces 14 km², en théorie, elle est censée terminer sa course dans le cours d'eau du Giraud. Okay, si vous avez compris ça, vous allez comprendre la suite, je vous assure. Ça va être simple. Donc, comme je le disais précédemment, les vins de Bourgogne, ils se définissent essentiellement en fonction des sols. Alors, pourquoi je vous propose cette affirmation? Bien, si on compare avec les autres vignobles, et notamment les autres vignobles dits d'élite, qu'on vont être le vignoble de Bordeaux, le vignoble de Champagne, eh bien, dans le vignoble bourguignon, on va produire les vins rouges à partir d'un seul cépage, le pinot noir, et les vins blancs à partir d'un seul cépage, le chardonnay. Donc, qu'est-ce qui va créer la différence de qualité, la différence de goût entre d'un côté les vins rouges et de l'autre côté les vins blancs? Ben, c'est le sol. C'est le sol sur lequel va reposer la vigne, sur lequel va pousser la vigne. D'accord? Donc, vous pouvez aller dans le vignoble de Champagne, le vignoble bordelais, vous allez avoir pour le vin rouge plusieurs cépages, pour le vin blanc également plusieurs cépages qui vont pouvoir apporter des différences gustatives dans les vins, et même des fois on va assembler ces différents cépages entre eux pour produire une bouteille de vin. Alors qu'en Bourgogne, on ne peut pas, on va jouer donc sur le sol. Donc on commence à voir ici que le sol est une ressource qui est fondamentale dans le système viticole bourguignon.
Et donc, un exemple que j'aime bien prendre pour illustrer l'importance du sol en Bourgogne, c'est l'affaire de Montelli. Donc, une affaire qui a défrayé la chronique locale en 1971. Donc, comme vous pouvez le lire, ou je vous en fais le résumé, si vous préférez. Donc, c'est un viticulteur qui a voulu prélever 3000 tonnes de terre dans le vignoble de Montelli et le transférer dans un vignoble voisin, donc le vignoble de Puligny-Montrachet. Et ses confrères, les autres viticulteurs, s'y sont vigoureusement opposés au motif que ça allait dénaturer les sols viticoles à Puligny-Montrachet. Donc au motif que les sols viticoles, ils ont un caractère, c'est ça qu'il faut lire entre les lignes, immuable. C'est-à-dire qu'ils sont tels que la nature nous les a fournis et il faut à tout prix les préserver. D'accord ? Au risque de dénaturer, de faire baisser la qualité du vin qu'on va produire en Bourgogne. Donc il faut à tout prix préserver ce sol qu'on a en Bourgogne et qui apparaît finalement, je suis en train de vous dire, un peu comme un don du ciel qu'on se doit de préserver. Et cette importance du sol, j'enfonce le clou avec la deuxième citation en bas de la diapositive, où parfois on va très loin sur cette importance du sol. Vous voyez, on prête même aux moines cisterciens d'avoir goûté la terre. Donc les moines cisterciens, c'est eux qui détenaient la majeure partie du vignoble bourguignon dans la seconde moitié du Moyen-Âge. Donc on leur prête même d'avoir goûté la terre pour délimiter les terroirs viticoles bourguignons, dans ce qu'on appelle plus communément en Bourgogne les climats. J'en reparlerai un peu après. Donc c'est synonyme de terroir viticole, donc les lieux, en gros, pour faire simple, les lieux où on cultive la vigne. Alors il a été démontré dans un très bon article paru en 2020 que ce qui relève de la deuxième citation est surtout dû à une légende. D'accord ? C'est surtout de l'ordre de la légende, mais il n'en demeure pas moins que, encore une fois, même si c'est une légende, ça montre l'importance capitale qu'on accorde au sol sur la côte de Bourgogne. Et le problème, c'est que je vous l'ai dit, mais non, on l'a compris, la ressource en sol, elle est au centre du système viticole bourguignon, mais elle est amenée à s'amenuiser et petit à petit, si on ne la préserve pas, elle va disparaître. Pourquoi ? Parce que la viticulture est considérée comme le système agricole le plus vulnérable à l'érosion des sols. Donc là, il y a une tension, il y a une grosse problématique que vont devoir gérer les viticulteurs. Donc je vais vous donner un aperçu des principaux facteurs qui sont responsables de l'érosion en contexte viticole. Pourquoi la viticulture est le système agricole le plus vulnérable à l'érosion des sols ? Donc, quand je parle d'érosion des sols, je fais référence ici à l'érosion hydrique des sols. Il y en a plusieurs des types d'érosion. Vous avez l'érosion éolienne par le vent. Ben là, ici, l'agent érosif, ça va être l'eau qui est apportée par les précipitations. Okay ? On est bien d'accord là-dessus. Donc, l'érosion hydrique des sols. Alors, premier facteur qui va faire partie, c'est vraiment peut-être le facteur majeur qui va faire partir à la hausse les taux d'érosion en contexte viticole, eh bien, c'est qu'en contexte viticole, on ne manque pas de pente. Je pense que vous avez tous cette image des coteaux viticoles. Ben, la pente, c'est parfait pour initier l'érosion. Pour initier l'érosion, c'est-à-dire l'eau de pluie qui va s'abattre sur le sol, grâce à la pente, eh ben, elle va pouvoir se mettre à ruisseler. Et c'est ce ruissellement qui va arracher les particules de sol. D'accord ? Donc, la pente, facteur essentiel, et je pense qu'on a encore une fois tous cette image de la côte du Rhône, on parle de la côte viticole de Bourgogne, vous voyez, pour bien mettre en avant le fait que la vigne est cultivée sur des pentes. De plus, ces coteaux viticoles, donc, ils sont plantés en vigne, ok, mais cette vigne, on va la planter sous quelle forme ? Sous la forme de rangs. Ils vont avoir la forme de rangs, et ces rangs, ils sont systématiquement alignés dans le sens de la pente. J'ai envie de dire, plus la pente est élevée, plus les rangs de vigne vont être dans le sens de la pente, ce qui est contre-intuitif. Vous pouvez des fois vous balader dans les fonds de vallée qui sont plantés en vigne, c'est un peu plus rare, mais là, à la rigueur, vous pourrez trouver des rangs de vigne qui sont orientés perpendiculairement à la pente, mais bon, peu importe, il n'y a pas de pente de toute façon dans le fond de vallée, donc l'érosion aura du mal, le ruissellement aura du mal à s'enclencher. Donc pourquoi ils plantent la vigne dans le sens de la pente ? Eh bien, tout simplement, c'est pour des raisons sécuritaires. C'est pour éviter que les tracteurs enjambeurs, donc qui travaillent la vigne, donc qui sont des tracteurs un peu particuliers, qui sont très étroits, très hauts, se renversent.
D'accord? Alors, le problème, c'est très bien, ces régions sécuritaires, mais il y a un choix qui a été fait parce que le fait de planter dans le sens de la pente, ça va être très problématique du point de vue de l'érosion des sols. Donc regardez sur l'image, ici, le ruissellement s'initie, donc il va rentrer dans cet espace qu'on appelle l'interrang, donc entre deux rangs de vignes, et là, il va avoir face à lui un véritable toboggan. Il va pouvoir dévaler la pente, prendre de la vitesse, et plus il prend de la vitesse, plus il va augmenter sa capacité à éroder le sol. Et cela est d'autant plus problématique que ces interrangs de vignes, ils sont désherbés dans les parcelles viticoles. Je pense que vous avez tous quand même cette image. Alors, on peut en trouver, mais non, de plus en plus. On peut en trouver de plus en plus. On va mettre un système de paillage où on va même planter de l'herbe volontairement. Mais je vous assure que c'est loin d'être la majorité. La caractéristique quand même principale d'un sol viticole, c'est d'être désherbé. Alors, quelles conséquences ça va entraîner? Il y en a deux. Vous n'avez pas de couvert végétal qui va protéger le sol des précipitations qui viennent s'abattre, qui vont pouvoir briser les boules de terre que vous avez, ce qu'on appelle les agrégats. Et donc après, une fois que l'agrégat il est brisé, les sédiments ils sont beaucoup plus petits, donc ils vont être plus faciles à transporter par les eaux pluviales. Donc vous n'avez pas de couvert protecteur. Et en plus, même si vous avez de l'herbe, la pluie elle tombe, au bout d'un moment, le ruissellement va quand même s'initier. Mais si vous avez de l'herbe, ça va ralentir le ruissellement dans votre fameux toboggan que j'ai évoqué auparavant. Le cheminement du ruissellement va être beaucoup plus difficile, donc il va être ralenti comparativement à un interrang de vigne qui est sur un sol nu. Il va être ralenti, donc il va pouvoir moins éroder le sol. Et autre conséquence du désherbage de la vigne, alors je n'ai pas précisé au départ pourquoi on désherbe la vigne. C'est pour ça que je dis que ce n'est vraiment pas majoritaire les parcelles de vigne qui ne sont pas désherbées. Pourquoi on désherbe la vigne? Tout simplement pour éviter que la mauvaise herbe vienne concurrencer la vigne dans l'accès aux ressources du sol. D'accord? Donc l'accès, on veut que l'accès aux nutriments qu'il y a dans le sol, notamment le phosphate, l'azote, soit concentré dans les pieds de vigne et non pas dissipé ici ou ailleurs, et notamment dans la mauvaise herbe. Donc des interrants non végétalisés, autre conséquence du désherbage de la vigne, c'est qu'on va avoir une faible teneur en matière organique dans les sols. Et ça, c'est également particulièrement problématique du point de vue de l'érosion. C'est logique, vous avez une faible teneur en matière organique, à la surface du sol, vous n'avez pas d'herbe, donc le sol ne va pas pouvoir se nourrir, il ne va pas pouvoir assimiler la matière organique qui est liée à la décomposition de l'herbe lorsque celle-ci est morte. Et comme je disais, c'est très problématique du point de vue de l'érosion, parce que la matière organique, elle va avoir tendance à lier les petites particules de sol, les petites particules de terre que vous avez dans un sol, qu'on appelle les sédiments, c'est un terme que je reprendrai beaucoup par la suite. Donc elle va avoir tendance à lier les sédiments entre eux, et si vous voulez, c'est un peu l'expression « l'union fait la force ». On va avoir ces grosses boules de terre, ça va faire grossir sous la forme d'agrégats, et donc ils vont être beaucoup plus résistants au ruissellement. Le ruissellement va avoir beaucoup plus de mal à les arracher. Donc voilà un panorama j'ai envie de dire, des principaux facteurs érosifs en contexte viticole. Il pourrait en avoir d'autres, ce n'est pas une liste exhaustive, mais on va dire c'est ceux que je considère comme étant les principaux. Donc maintenant qu'on a vu, on va dire, un petit peu la théorie de l'érosion des sols en contexte viticole, j'ai envie de vous montrer concrètement comment on apprécie l'érosion des sols dans un vignoble. Tout d'abord, on peut l'apprécier de manière qualitative. Vous vous baladez tout simplement dans un vignoble après un épisode pluvieux et vous pouvez voir des traces d'érosion. Donc, je vous ai représenté ici sur la diapositive des traces qu'on appelle d'érosion concentrée. Donc l'érosion concentrée, pour faire simple, c'est l'érosion qui est liée à un ruissellement qui est particulièrement énergique, particulièrement vigoureux, et donc qui va laisser des traces dans le paysage, des vraies cicatrices d'érosion, comme on peut le voir ici, qu'on va appeler rigoles ou ravines, en fonction de la quantité de terre qui a été enlevée. Donc vous pouvez voir notamment sur l'image de droite ici, où on est véritablement sur une ravine. Vous voyez, il y a un volume de terre considérable qui a été enlevé, à tel point qu'on tombe sur la roche, sur le substrat rocheux qui porte le sol. Donc ici, sur une partie de la parcelle viticole, ça veut dire que ça va être impossible de cultiver de la vigne. Vous avez perdu du potentiel agronomique.
Okay, donc ça, c'est ce qu'on peut apprécier, je vous dis, quand on passe après un épisode pluvieux. Alors là, pour être honnête, il va falloir plusieurs épisodes pluvieux ou un seul qui soit vraiment très violent pour arriver à ce niveau-là. Et donc dans les cas les plus extrêmes, c'est assez rare, mais ça peut arriver, l'érosion concentrée peut aboutir à la formation de coulées de boue. Hein, ça, c'est une des caractéristiques du vignoble de Bourgogne. Ailleurs aussi, hein, je ne dis pas que c'est qu'en Bourgogne, mais ici, encore une fois, je vous parle surtout de la Bourgogne. Donc, dans les cas les plus extrêmes, on peut avoir des coulées de boue donc, qui vont dévaler les versants et qui vont venir traverser les villages qui sont situés au pied de ces versants. Donc là, vous l'imaginez bien, les conséquences, ça va aller au-delà des simples pertes en sol qu'on peut avoir habituellement, mais on va avoir des dommages sur les routes, des habitations qui sont inondées, etc. En complément de cette approche qualitative, vous voyez, il suffit de se balader dans un vignoble ou de consulter des documents d'archives. Avant, vous voyez, c'était des photographies, des coupures de presse. On peut avoir une approche quantitative de l'érosion des sols viticoles. Donc, comment on va procéder? Il y a plusieurs manières de faire, il y en a notamment deux que je vais vous présenter ici. Donc, le but de l'approche quantitative, ça va être de quantifier cette érosion, de mesurer ce qu'on appelle des taux d'érosion qu'on va exprimer. Ça, c'est une unité importante à retenir. Je vais en parler par la suite. Tonnes par hectare et par an. D'accord, ça, c'est l'unité qu'on retient pour l'unité qu'on associe à l'érosion. Donc, comment on calcule ces taux d'érosion? Première manière, on va aller mesurer le déchaussement des pieds de vigne à partir du point de greffe. Donc, le point de greffe, c'est cette boursouflure là que vous avez au milieu d'un pied de vigne. Alors, pour comprendre l'origine de ce point de greffe, il faut faire un peu d'histoire de la viticulture, remonter fin du 19e siècle. Il y a un parasite, le phylloxéra, qui va ravager l'essentiel du vignoble français. Par exemple, à Mercurey, vous avez 80% de la surface viticole qui a disparu. Et la parade qu'on a trouvée pour se sortir de cette impasse, se sortir de cette crise phytosanitaire, c'est de prendre les cépages français, donc en Bourgogne, le pinot noir et le chardonnay, et de venir les greffer sur des pieds de vigne américains, qui, eux, sont tolérants aux parasites. Et du coup, le point de soudure entre les deux, c'est ce qu'on appelle ce fameux point de greffe. Et en Bourgogne, pour des raisons agronomiques, lorsqu'on va planter un nouveau pied de vigne, ce point de greffe, il doit toujours être placé à 2 cm de la surface du sol. D'accord? Ce qui veut dire que quand vous passez quelques années après, avec votre maître, et que vous mesurez un écart entre le point de greffe et la surface du sol, qui est comme sur cet exemple, de 8 cm, ça veut dire qu'entre le moment où vous avez planté votre vigne et le moment où vous passez dans la parcelle viticole, vous avez perdu 6 cm d'épaisseur de sol. D'accord? Et si vous rapportez cette valeur à l'âge de la vigne, vous pouvez en estimer derrière des vitesses d'érosion. D'accord? Alors, cette méthode, j'ai envie de dire aussi intéressante soit-elle, elle est très chronophage. Elle prend beaucoup de temps, donc vous allez aller dans une parcelle viticole, vous n'allez pas faire tous les pieds de vigne. Mais le but, c'est d'aboutir, vous voyez, à une information qui soit continue, comme ce que je représente sur l'image de droite. Et au départ, pourtant, vous avez une information qui est seulement ponctuelle. Vous voyez des petits points. Chaque point représente un pied de vigne. Donc, vous allez déduire les pieds que vous n'avez pas mesurés à partir des pieds que vous avez mesurés. Okay, c'est une méthode qu'on appelle l'interpolation spatiale. On déduit ce qu'on ne connaît pas à partir de ce qu'on connaît. Et ça va nous permettre derrière d'aboutir à ces productions cartographiques. Vous voyez, vous avez une information qui est plus ponctuelle, mais qui est continue à l'échelle d'une parcelle viticole. Alors, c'est très bien, vous avez une information qui est continue à l'échelle d'une parcelle viticole, mais si vous voulez la même information à l'échelle d'un vignoble, à l'échelle d'un bassin versant tout entier, là je vais en revenir à mon fameux bassin versant du Giroux, il va falloir procéder autrement, c'est pas possible, ça prendrait beaucoup trop de temps de travailler à partir du déchaussement des pieds de vigne. Donc comment on va procéder? Alors je vous promets, ça va être simple à comprendre. Je sais, des fois ce terme peut un peu faire grincer des dents. On va recourir à des modèles d'érosion. Donc les modèles d'érosion, vous voyez, ça va nous permettre d'avoir une information
qui est continue. Alors là, ce n'est pas encore l'érosion, hein, mais qui est continue à l'échelle d'une très grande surface, et ici à l'échelle, par exemple, de mon fameux bassin versant du Giroux, 14 km² dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, un modèle d'érosion, c'est quoi? Ben, tout simplement, il faut voir ça comme une boîte dans laquelle vous allez combiner les facteurs érosifs. Donc, les facteurs érosifs, les facteurs qui produisent l'érosion, vous allez avoir l'érosivité des pluies. Alors, ce qu'on appelle l'érosivité des pluies, c'est l'agressivité des précipitations au moment où elles viennent impacter le sol. Ce n'est pas la quantité d'eau qui tombe. Quand on travaille sur l'érosion hydrique des sols, on va surtout s'intéresser à l'agressivité des précipitations plus qu'à la quantité d'eau précipitée. Si vous voulez, on pourra revenir là-dessus lors de la discussion. Ensuite, on va s'intéresser à l'érodibilité des sols. Donc, l'érodibilité des sols, c'est quelle est la composition de mon sol? Quelle est sa teneur en matière organique, sa porosité, sa part de limon, d'argile, de sable, etc. La topographie, c'est l'incidence de la pente, dont je parlais tout à l'heure, sur l'érosion. Et ensuite, le couvert végétal. On va regarder pour chaque mode d'occupation du sol s'il dispose, oui ou non, d'un couvert végétal protecteur vis-à-vis des précipitations. Et après, on va pouvoir discriminer les couverts végétaux entre eux. Il y en a qui sont plus ou moins denses. Pensez aux différences prairies, forêts. Vous avez à chaque fois un couvert végétal, mais la densité peut être très différente. Donc, vous combinez ces différents facteurs et vous allez pouvoir estimer en chaque point de la zone géographique modélisée, ici mon bassin versant du Giroux, un taux d'érosion. Okay, en fait, quand je dis en chaque point, derrière, c'est vous avez des petites cellules d'1 mètre de côté. Et vous avez pour chacune de ces cellules, chacun de ces points, une valeur d'érosion, ce qui vous permet d'aboutir à une production cartographique comme celle-ci. Donc le résultat du modèle montre que le bassin versant du Giroux il dispose d'un taux d'érosion qui est particulièrement élevé, bien au-delà du niveau moyen de référence qui est établi à 3,6 tonnes par hectare et par an pour l'ensemble des sols cultivés en France. Mon bassin versant du Giroux, sa valeur moyenne, c'est 5,5 tonnes par hectare et par an. Et si je me concentre que sur sa zone viticole, là, j'explose tout, je monte à 11,5 tonnes par hectare et par an. D'accord? Bon, il n'y a rien de surprenant par rapport au contexte viticole. Dans d'autres vignobles, on a des valeurs qui peuvent être supérieures. Mais quoi qu'il en soit, par rapport aux valeurs de référence, et notamment la première que je vous ai donnée, c'est très élevé. Et ça menace l'exploitation durable de la viticulture, si on s'en tient juste à ces chiffres, puisqu'on est encore plus élevé par rapport au seuil de durabilité des sols. Le seuil de durabilité des sols, comment il faut le comprendre? Donc, qui est fixé à 1,4 tonnes par hectare et par an. Ça veut dire qu'il faut que j'ai une érosion qui soit inférieure à ce chiffre-là pour que mon sol ait le temps de se renouveler. Or là, vous voyez, on est vraiment très loin. Donc, encore une fois, si on s'en tient strictement aux chiffres, il y a un vrai problème. Okay, le sol, ressource capitale en Bourgogne, est en train de partir petit à petit. Alors, vous vous en doutez, les viticulteurs bourguignons de manière générale et les viticulteurs mercuréens en particulier, ils ne sont pas restés les bras croisés, et ça depuis quelques décennies déjà. Donc c'est pour ça que j'ai envie de mettre en évidence maintenant la stratégie qu'ils ont mis en place pour gérer cette ressource en sol. Donc à Mercurey, elle a apparu fin des années 80, puisque vous avez eu 2 épisodes de coulée de boue, coup sur coup, au début des années 80, 81, 83, qui ont vraiment marqué la conscience collective et qui ont abouti à l'aménagement de mon bassin versant du Giroux, de manière à capter les sédiments qui sont érodés directement en sortie de parcelle, puis de les acheminer vers des bassins décanteurs qui sont situés en bas des versants. Et donc là, les sédiments, vous voyez, ils viennent se déposer et ensuite ils sont mis à la disposition des viticulteurs qui vont pouvoir remonter le sédiment sur la terre pour remblayer les parcelles qui accusent un déficit de terre. Vous voyez, c'est un peu le mythe de Sisyphe, si vous voulez. On essaye de fonctionner sous la forme d'un circuit fermé, enfin fermé autant que possible, puisqu'on a voulu derrière, je dis fermer autant que possible, vous allez voir, parce que c'est intéressant par rapport à l'étude qui a été montée derrière, on a voulu mesurer l'efficacité de cette stratégie de gestion de la ressource en sol. Alors comment on mesure l'efficacité d'une telle stratégie? On a procédé de 2 manières, il y en aurait pu en avoir d'autres. Tout d'abord, on a mis une station dans le cours d'eau du Giroux.
Donc cette station, ce n'est pas une station météorologique, on la qualifie d'hydrosédimentaire. Elle va mesurer le volume de terre, de sédiments et le volume d'eau qui transite dans le cours d'eau du Girou. Donc vous voyez, là-bas, on a instrumenté ce cours d'eau. Alors on n'est pas à l'exutoire naturel du bassin versant du Girou, on est remonté ici de manière à bien intégrer toute la zone viticole. Et donc vous voyez ce fameux débit liquide, le volume d'eau, c'est ça que je mesure, et le débit solide, le volume de terre, de sédiments qui transite dans mon cours d'eau. Alors pourquoi je m'intéresse au cours d'eau ? Ça revient à la définition simplifiée que je vous donnais d'un bassin versant tout à l'heure. Les flux de ruissellement qui s'initient sur les versants, naturellement, ils sont censés, je dis bien, ils sont censés, c'est de la théorie, finir leur course dans le cours d'eau. S'ils ne sont pas entravés, ils vont finir normalement dans mon cours d'eau du Girou. Donc, en mesurant ce qui se passe dans le cours d'eau, du point de vue sédimentaire, je peux savoir ce qui se passe sur mes versants, ce qui se passe notamment vis-à-vis de ma stratégie de gestion de la ressource en sol. Est-ce que ça fonctionne ou pas ? Si j'enregistre beaucoup de sédiments dans mon cours d'eau, c'est anormalement élevé par rapport à des valeurs de référence, à d'autres études qui ont été conduites par ailleurs, je peux en déduire qu'il y a un problème avec ma stratégie de gestion. Elle est inefficace ou en tout cas partiellement efficace. Donc cette station nous a permis de mesurer, donc j'en arrive au résultat, que 41 tonnes de sédiments sont exportés, transitent annuellement dans le cours d'eau du Girou. Alors je vous assure, c'est un chiffre, je vois des faciès faisant penser que vous croyez que c'est un gros chiffre, je vous assure que c'est un tout petit chiffre. Puisque ce chiffre de 41 tonnes, il laisse vraiment présager qu'on est sur une stratégie de gestion de la ressource en sol qui est particulièrement efficace. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que si vous ramenez ces 41 tonnes à la superficie du bassin versant qu'on instrumente, qui est détouré en noir ici, vous arrivez à un taux, ce qu'on appelle les taux de transfert. Tout à l'heure, c'était les taux d'érosion. Là, vous voyez, le sédiment, il a bougé. Depuis la parcelle, il s'est déplacé jusqu'au cours d'eau. Donc, ça s'appelle les transferts sédimentaires. Donc, c'est plus taux d'érosion, mais taux de transfert. On est passé à 0,043 tonnes par hectare et par an. C'est ça qui est important à retenir, plus que mes 41 tonnes que j'évoquais au départ. Ce qui est près de 6 fois plus faible que des études comparables qui ont été menées en contexte céréalier. Contexte céréalier qui est pourtant connu pour être bien moins vulnérable à l'érosion des sols que le contexte viticole. Donc c'est pour ça que je pouvais vous dire, quand je vous ai annoncé les 41 tonnes, que ça laisse présager que la stratégie de gestion de la ressource en sol, elle est efficace, particulièrement efficace. Alors pour tout vous dire, on est allé un peu plus loin pour mesurer l'efficacité de cette stratégie de gestion de la ressource en sol. On a mis en place un autre modèle. Vous voyez, simplement un modèle sur les transferts sédimentaires, mais qui est corrélé, qui est couplé avec le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, qui mesurait l'érosion, la production sédimentaire. Donc ce qui est important à retenir, en chaque point de mon bassin versant, avec le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez une quantité de sédiment qui est produite, mais qui n'a pas encore bougé. D'accord ? C'est ça qui est important à retenir. C'est quelle est ma production sédimentaire à un point donné, mais qui n'a pas encore bougé, alors qu'avec ce modèle, je vais déterminer la quantité de sédiments produite en chaque point de mon bassin versant qui parvient jusqu'au cours d'eau. D'accord ? Donc vous voyez, on ne parle plus d'érosion, mais de transfert sédimentaire. Quelle est la quantité de sédiments produite sur mon modèle de tout à l'heure qui parvient jusqu'au cours d'eau du Girou ? Et ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'on va pouvoir estimer également la part de ces sédiments produits qui arrivent jusqu'au cours d'eau qui sont court-circuités. C'est-à-dire qui sont court-circuités, qui vont finir piégés dans mes bassins décanteurs. Et donc ce modèle a permis de mettre en évidence que les bassins décanteurs, ils sont efficaces à 60%. Voilà, on précise un peu les choses, vous voyez, par rapport à la station. Donc les bassins décanteurs sont efficaces à 60%, ce qui veut dire qu'en moyenne, ils retiennent 60% des transferts de sédiments qui s'opèrent entre les versants et le cours d'eau. Ils vont court-circuiter, si vous voulez, 60% des transferts sédimentaires. Donc, on a peu de sédiments dans ce cours d'eau du Girou, à cause notamment, vous voyez, des bassins décanteurs qui vont faire tampon entre les versants et le cours d'eau. Mais il y a une autre cause aussi, c'est tout simplement qu'il faut remonter à la source.
il faut remonter aux versants. Les versants, ils vont produire moins de sédiments. Donc forcément, si la source fournit moins de sédiments, à l'aval, dans le cours d'eau, vous vous y retrouvez. Il y en a moins, forcément. D'accord ? Donc pourquoi ils produisent moins de sédiments ? Donc déjà, regardons la période 84-2018. Donc on a calculé des taux d'érosion en 84, on a calculé des taux d'érosion en 2018, on a fait la différence entre les deux. Et on voit que les taux d'érosion sur cette période, ils sont majoritairement en diminution. Vous voyez, c'est les tons de bleu qui dominent sur la carte. Regardez les valeurs, là-bas, c'est du négatif. Donc, on a des taux d'érosion qui sont en diminution entre 84 et 2018. Pourtant, si on regarde l'occupation du sol, ce que je vous montre ici avec ces photographies, 84, 2018, on reste à chaque fois sur un paysage de monoculture viticole intensif. Donc, ce n'est pas l'occupation du sol qui peut expliquer cette diminution. Cette diminution, elle va être expliquée par ces éléments en noir, linéaires, que vous avez représentés ici. Vous allez avoir une densification du réseau de routes, de chemins et de fossés. Donc vous vous rappelez, dans les infrastructures qui sont mises en place, que je vous ai présentées tout à l'heure, il n'y avait pas que les décanteurs. Vous avez également des routes incurvées en V, des fossés, des chemins qui sont perpendiculaires au sens de la pente. Et donc ces infrastructures, dès lors qu'elles sont perpendiculaires au sens de la pente, qu'est-ce qui se passe? Elles vont influer, vous vous rappelez, sur mon fameux facteur topographique que je vous présentais tout à l'heure dans le modèle. Elles vont casser la pente. D'accord? Donc mon fameux toboggan du ruissellement, je vous parlais tout à l'heure, qui était immense, ici, vous cassez la pente, donc vous réduisez considérablement la longueur du toboggan. Donc votre ruissellement, il va aller moins vite, il va produire du coup moins de sédiments. Il va avoir plus de mal à arracher autant de sédiments qu'avant. D'accord? Donc vous voyez, il y a plusieurs aspects. Les infrastructures, elles vont jouer. Enfin là, dans les infrastructures, vous avez les bassins décanteurs qui vont apporter leur pierre à l'édifice, et vous avez également toutes ces infrastructures linéaires qu'il ne faut pas négliger, okay, qui vont agir, elles, directement sur la production sédimentaire, d'accord, qu'on a sur les versants. Donc maintenant, avec le temps de parole qu'il me reste, j'aimerais vous montrer comment les viticulteurs bourguignons géraient la ressource en sol dans le passé. Donc on peut légitimement se poser cette question, parce que la culture de la vigne en Bourgogne, elle ne date pas d'hier. Donc c'est ce que je vais vous montrer avec cette diapositive. Donc vous avez des fosses de plantation qui ont été exhumées, qui ont été mises au jour à Gevrey-Chambertin. Donc Gevrey-Chambertin, vous êtes au nord de la côte de Bourgogne, à proximité de Dijon. Et donc ces fosses de plantation, elles ont été datées entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, ce qui nous place à la période gallo-romaine. Donc ici, vous avez sous les yeux le plus ancien indice de viticulture sur la côte de Bourgogne. Alors, comment on va documenter maintenant, maintenant qu'on sait jusqu'où remonte l'histoire de la vigne sur la côte de Bourgogne, comment on va documenter cette relation qu'on a étudiée dans le présent, cette relation entre l'érosion et la viticulture? Bien, tout d'abord, on va pouvoir avoir recours aux documents d'archives, comme par exemple ces photographies qui montrent bien la volonté de contrôler, de réparer ce que cause l'érosion des sols. Okay, donc cette volonté de gérer la ressource en sol, au final. On en revient à des termes que j'employais pour la période actuelle. Donc on voit une personne qui va remplir une hotte de terre en bas de versant, et puis qui va la remonter à dos d'homme. C'est l'équivalent manuel de ce que je vous montrais tout à l'heure, mécanisé, où on remonte avec les tracteurs enjambeurs la terre sur les versants. Bon, à l'époque, on n'avait pas les engins agricoles, donc on remontait à dos d'homme, et cette personne, elle va remblayer la parcelle viticole qu'elle souhaite remblayer, qui accuse un déficit de terre. Alors ces documents d'archives, c'est très bien. Ça permet de remonter en arrière de quelques siècles, mais globalement, quand vous voulez aller au-delà de la période contemporaine, au sens que lui donnent les historiens, vous allez être limité. D'accord ? Donc vous allez recourir à un autre type d'archives, à savoir les archives du sol. On appelle aussi archives sédimentaires, plus communément dans la communauté scientifique. Donc des archives sédimentaires, vous en avez deux types. Vous voyez ce mur de sédiments là, vous pouvez vous balader dans votre bassin versant, et parfois vous pouvez avoir la chance de tomber sur des murs de sédiments. Alors des fois, il faut un peu rafraîchir la façade pour pouvoir avoir une belle coupe stratigraphique, comme il y a là. Ou sinon, si vous n'avez pas la chance, ou alors des fois vous pouvez quand même avoir des coupes stratigraphiques, mais vous les couplez avec des
carottage. Donc là, avec un carottier, on va sonder le sol et vous allez sortir des tubes de terre et vous allez les analyser au final de la même façon que la coupe stratigraphique que je vous présente ici. Donc dans les archives sédimentaires, on va étudier deux éléments. Tout d'abord, les éléments qu'on qualifie d'abiotiques. Donc ce sont les éléments non vivants qui sont présents dans mon archive sédimentaire. Et donc l'élément non vivant qu'on va étudier, l'élément non vivant par excellence qui va nous intéresser, c'est la terre, c'est les sédiments. Donc déjà, on va regarder est-ce qu'on a beaucoup ou pas beaucoup de sédiments pour se faire un ordre d'idée des masses de terre qui ont été enlevées et transportées dans le passé. Puis après, j'ai envie de dire, on va regarder quasiment sédiment par sédiment, quelle est leur taille et quelle est leur forme. Ce qui va nous permettre de dériver les processus qui ont permis de transporter et déposer les sédiments que l'on voit actuellement dans la coupe stratigraphique. Donc vous allez pouvoir savoir si votre sédiment il est transporté par un cours d'eau, s'il est transporté par du ruissellement de versant. Si c'est du ruissellement de versant, est-ce qu'il était très énergique ce ruissellement ou est-ce qu'il était plutôt calme? Vous voyez, ça c'est un panorama des questions auxquelles on va pouvoir répondre à partir de l'analyse de la forme et de la taille de mes sédiments. D'accord ? Deuxième grand élément qu'on va observer dans les archives sédimentaires, lui qui est un peu plus original, ce sont les éléments biotiques, c'est-à-dire les éléments vivants. Alors en réalité, ça va être ici les éléments qui ont été vivants à un moment donné. Alors pour cette étude, nous, on a fait le choix de se focaliser, on aurait pu en choisir d'autres, on aurait pu travailler sur des graines, on aurait pu travailler sur des coquilles d'escargots, sur des pollens. Ici, on a fait le choix de travailler, et je vais vous justifier pourquoi, après, on a fait le choix de travailler sur des charbons de bois. Donc les charbons de bois, on est d'accord, viennent bien d'espèces végétales qui ont un tronc, donc ont bien été vivantes à un moment donné. On est bien sur un organisme vivant, donc on est bien dans ma case éléments biotiques. Je ne vous ai pas dit n'importe quoi pour le moment. Et donc ces charbons de bois, on se focaliser dessus, tout simplement parce que nous savions que les résidus de la taille de la vigne sont brûlés depuis la période romaine. Donc on avait là un indicateur, si vous voulez, un vestige archéologique qui nous permettait de documenter les paysages viticoles passés. Il faut vraiment voir ça comme une poterie pour les archéologues qui travaillent sur la céramique. Là, on est vraiment dans de l'archéologie environnementale. On sort un petit peu, on fait un pas de côté par rapport à la géographie. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc comment on procède pour analyser ces charbons de bois? Alors je vous la fais très simple. Déjà, il va falloir extraire mes charbons de bois de mes archives. Je vous assure que ça prend du temps et ce n'est pas drôle. Une fois que vous avez fait ce travail, vous êtes à peu près sauvé. Donc, l'étape d'après, c'est que vous n'allez pas étudier chacun des charbons de bois sous un microscope et vous allez regarder l'anatomie des charbons de bois. Les charbons de bois, ils ont des vaisseaux, ils ont des rayons, vous voyez, ils ont des trous, des petits trous, etc. Et donc, vous allez avoir des caractéristiques anatomiques que vous allez rechercher pour identifier vos espèces. Vous allez repérer une caractéristique anatomique, un vaisseau qui est un peu particulier. Vous savez que ce vaisseau un peu particulier, ça veut dire que c'est de la vigne. D'autres, ça voudra dire que c'est du chêne, que c'est du peuplier, etc. Donc, c'est comme ça que vous allez reconstituer votre paysage végétal passé. Donc, parmi les principaux résultats qui sont tirés de cette étude, je vous en ai sélectionné un qui montre donc qu'au Moyen-Âge central, on est 12e, 13e siècle à peu près après Jésus-Christ. D'accord ? Donc, Moyen-Âge central, qu'est-ce qui se passe à Mercurey ? Eh bien, vous allez avoir uniquement des petits sédiments, des sédiments fins qui parviennent à transiter entre les versants et le fond de vallée. Et en même temps, on va enregistrer beaucoup de vignes avec les charbons de bois. Et avant le Moyen-Âge central, c'est tout l'inverse. On va avoir des sédiments, des gros sédiments, des sédiments grossiers qui arrivent à se déposer dans le fond de vallée. Et en parallèle, vous avez très peu, voire pas du tout, de charbon de bois. Donc, quelle est l'interprétation qu'on a faite de cette rupture qui est observée à partir du Moyen-Âge central ? Eh bien, on l'a interprété comme étant le résultat des murs de pierre sèche qui ont été érigés suite à l'extension de la vigne sur les versants à partir du Moyen-Âge central.
Donc ces structures en pierre, sont de deux types, je reviendrai après dessus. Ces structures en pierre, elles servaient à délimiter les propriétés viticoles sur les versants, les nouvelles propriétés viticoles, puisque la vigne monte sur les versants pour la première fois au Moyen-Âge central, et elles servaient également à entraver les flux de sédiments entre les versants et le cours d'eau. Donc vous voyez mes structures empierrées, je ne suis pas sur des beaux murs bien cimentés comme on peut avoir aujourd'hui. Soit je suis sur ce qu'on appelle dans le jargon local des meurgés. Donc c'est tout simplement des amas de pierre, vous voyez, sans structure apparente, complètement désorganisés, qu'on a balancé sur le côté quand on a mis la nouvelle parcelle en vigne. On a enlevé les plus grosses pierres, on les a mis sur le bord de la parcelle. Soit vous êtes sur des murs en pierre sèche. Alors là, on a pris un peu plus le temps de disposer de manière organisée les pierres. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, dans les deux cas, vous allez être sur des structures qui sont totalement perméables. D'accord ? C'est-à-dire, comme je l'ai dit, il n'y a pas de... on n'a pas cimenté le mur entre les pierres, ce n'est pas du tout cimenté. Donc c'est tout à fait perméable. Vous avez des interstices, des trous, qui vont permettre aux eaux de ruissellement, chargées en sédiments fins, de passer sans aucun problème. Par contre, les sédiments grossiers, eux, ils vont rester piégés à l'arrière des murs de pierre sèche. D'accord ? Donc on arrive à comprendre le résultat qu'on observe après en bas dans le fond de vallée, dans ma coupe. Pourquoi j'ai plus que des sédiments fins à partir du Moyen-Âge central ? Parce qu'on a mis ces murs de pierre sèche qui font barrière aux sédiments grossiers. Mais par contre, qui vont laisser passer les sédiments fins parce qu'ils sont perméables. D'accord ? Et pourquoi on a mis en place ces infrastructures au Moyen-Âge central ? Bon, je vous ai déjà un peu vendu la mèche. On va mettre en place ces infrastructures parce qu'on a une exacerbation des taux d'érosion à cette période, exacerbation qui va être liée au fait que la vigne monte sur les versants. Donc là, j'en reviens à mon cadrage théorique du départ. La vigne, vous l'avez compris, c'est un mode d'occupation du sol qui est particulièrement vulnérable à l'érosion des sols. Okay, certes, les modalités de culture étaient un peu différentes à l'époque, mais je vous assure, on désherbait déjà la vigne. On n'appelait pas ça désherbage, mais on appelait ça sarclage. Donc, vigne désherbée, en plus qu'on va mettre cette fois-ci sur des gradients de pente relativement élevés, eh ben, ça va faire exploser les taux d'érosion. Comparativement à la période antérieure, donc la période gallo-romaine, où là, oui, la vigne, elle apparaît pour la première fois dans le paysage, vous vous rappelez, mes fosses de plantation, mais les Romains, ils vont cultiver la vigne uniquement dans le fond de vallée. Donc là où j'ai des gradients de pente qui sont très faibles, ce qui explique pourquoi mes taux d'érosion, ils ne vont pas s'envoler, ils vont rester très ténus à cette période. Donc j'en arrive au terme de cette conférence, dont quelques mots pour conclure et souligner donc, que les terroirs viticoles bourguignons, donc encore une fois qu'on appelle les climats, depuis 2015, ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc une distinction qui a permis d'amener de l'eau au moulin à ce discours, au tenant de ce discours, disant que les sols ont un caractère immuable, ce que je vous disais au départ. Là, on patrimonialise, vous voyez, les sols, on les sanctuarise, donc on amène bien de l'eau à ce moulin que je vous présentais au départ. Donc les sols ont un caractère immuable, c'est-à-dire qu'encore une fois, ils sont tels que la nature nous les a donnés et qu'il faut à tout prix les préserver de toute pratique qui viserait à les dénaturer. Faute de quoi, encore une fois, la qualité des vins de Bourgogne va en pâtir. Ce que je veux vous montrer, c'est que si on remonte quelques siècles en arrière, qu'on se plonge un peu dans les documents d'archives, voilà ce qu'on peut lire. Donc les viticulteurs, donc vous voyez, on est au XVe siècle, si vous voyez les dates, ils en avaient un peu rien à faire de la naturalité du sol. Vous voyez, on va remblayer les parcelles viticoles vraiment avec tout ce qu'on va avoir sous la main. Donc aussi bien des déchets de boucherie, des gravats de chantier, des restes de nourriture, c'est vraiment un dépotoir. Donc vous voyez, il y a quelques siècles en arrière, on est très loin de se soucier de la préservation, de l'authenticité, de la naturalité des sols viticoles. Et donc, je terminerai là-dessus pour dire que la valeur qu'on donne actuellement aux sols viticoles, c'est le fruit d'une construction sociale. Parce que ça illustre bien ici, puisqu'elle a varié au cours du temps. Donc attention un peu à relativiser les discours. Merci beaucoup.
Il y a des questions? On peut prendre des questions? Oui. Oui, bonjour, merci. Moi, j'avais une question, c'était est-ce que vous avez pu analyser aussi la qualité biologique du sol? Puisque, enfin, ma question est est-ce que en récupérant le sol, on ne concentre pas aussi les polluants qui peuvent être présents au niveau du sol? Et après, on remet ce sol pollué avec des polluants concentrés sur le sol. Et puis deuxième question, est-ce que mais là on sort de la géographie, mais est-ce que les solutions type agronomique avec des couverts, c'est complètement utopiste ou il y a vraiment que des solutions type aménagement qui finalement fonctionnent pour résorber cette érosion? Donc la première question sur les pesticides. Donc là, c'est tout un champ dans la viticulture. On ne parlerait plus de transfert sédimentaire, mais on va parler de transfert justement de pesticides. Bon, je suis totalement d'accord. Hein, pour la période actuelle, et ça vaudrait également pour la période passée. Déjà, la période passée, on utilisait du cuivre, etc. Pour amender les parcelles. Donc je suis tout à fait d'accord. On va avoir la viticulture, c'est le système agricole, je disais, le plus vulnérable à l'érosion des sols, mais c'est aussi celui qui va utiliser le plus de pesticides. Ok, donc indéniablement, la terre qu'on piège dans les bassins décanteurs, oui, elle est polluée, ça c'est sûr. C'est sûr, et on va la remonter, mais de toute façon, ils utilisent, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ils vont utiliser des pesticides. Donc ça, ils en ont totalement conscience. Alors, de plus en plus, il y a notamment pour tout ce qui va être le désherbage, on va essayer maintenant de plus en plus de limiter. On va avoir recours à des modalités de culture alternatives où justement on va laisser les interrants s'enherber. Donc on va plus avoir recours, c'est ça l'agriculture biologique, on va plus avoir recours au désherbage chimique, en tout cas on va avoir recours au désherbage manuel avec les engins agricoles, j'ai envie de dire. La deuxième question qui était sur, oui, les modalités de culture alternative. Alors là, il y en a tout un tas, même à Mercurey. On va enherber l'ensemble d'une parcelle viticole, on va enherber un rang sur deux. On va enherber notamment quand on enherbe un rang sur deux, ça veut dire on va enherber là où passent les roues du tracteur enjambeur. Des modalités de culture alternative, il y en a plein. Il y en a vraiment plein dans les vignobles. Mettre des paillages, alors c'est pas du tout en vigueur en Bourgogne. En tout cas, j'en ai pas croisé, mais je sais que ça se fait dans d'autres vignobles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, je voulais revenir sur les bassins décanteurs. On les construit dans la pente pour limiter le phénomène de ruissellement, ou est-ce qu'ils sont importants? Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça peut être effectivement aussi efficace? Alors, les bassins décanteurs, ils vont être mis à des points stratégiques du bassin versant. Ils sont mis à l'exutoire. Donc l'exutoire, c'est la sortie du cours d'eau. C'est quand mon cours d'eau sort de mon bassin versant. Donc le bassin versant du Giroux, ils l'ont divisé en sous-bassins versants. Ils l'ont divisé en sous-bassins versants et ils ont placé, donc vous avez compris, le bassin versant, c'est si on prend l'exutoire, c'est ce qui va drainer, c'est le point qui va drainer toute la superficie de mon bassin versant. Donc ils ont placé les bassins décanteurs aux exutoires des sous-bassins versants. Et surtout, ils les ont placés en bas de versant. Okay, il y en a très peu en haut de versant. Alors, il va en avoir des fois. Ça paraît un peu bizarre au départ quand on les voit. Ils sont placés au milieu d'un versant. Mais en fait, c'est parce qu'ils vont collecter une certaine superficie qui se trouve en amont. Et c'est surtout quand on va en mettre sur les versants, au-dessus, ça veut dire que vous avez des parcelles viticoles qui valent très cher. On est sur des premiers crus. Donc on va faire une distinction aussi. Est-ce qu'on est sur des grands crus, des premiers crus, des crus, enfin on ne parle plus de crus, mais des appellations communales, des appellations régionales. Bon, les appellations régionales, je vous assure qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont être équipées de bassins décanteurs. Donc vous voyez, on fait un peu le tri comme ça déjà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que surtout, on va les mettre à des points chauds, j'ai envie de dire, du point de vue sédimentaire, où on sait qu'il va y avoir du flux qui passe au regard de la topographie.
Donc en général, on les placer, je l'ai dit, il y a quelques cas de figure où on les met sur les versants, notamment quand on a des parcelles à haute valeur ajoutée, mais en général, c'est en bas des versants pour collecter tous les flux qui viennent de l'amont, qui ruissellent. Et vous avez des tailles différentes de décanteurs. Là, j'en ai présenté un, mais il y a des tailles différentes. Tailles différentes en fonction de quoi? En fonction de la superficie qui est drainée. Plus la superficie en amont que vous drainez est importante, plus la taille du bassin décanteur va être importante. Vous avez des tout petits, hein. C'est vraiment des tout petits. Là, j'ai monté un de taille intermédiaire. Vous en avez des immenses. Vous pourrez garer plusieurs voitures à l'intérieur parce que là, la superficie drainée en amont est très grande. Donc, c'est comme ça aussi qu'on va jouer sur la taille des bassins décanteurs en fonction de la superficie qui est drainée, qui potentiellement, théoriquement, devrait arriver dans ce bassin décanteur. Oui. Alors l'érosivité des pluies, non, oui, c'est une très bonne question. Ça. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? Donc je vous ai dit, on va pas regarder la quantité d'eau précipitée, où là on s'intéresserait aux millimètres qui sont tombés lors d'un épisode pluvieux, mais on va s'intéresser aux intensités. Combien de millimètres est tombé dans une unité de temps? Okay, des fois, vous avez peut-être déjà entendu, il y a 15 millimètres qui se sont abattus en 1 heure, qui se sont abattus en une demi-heure. Bon, bah là, vous voyez, c'est pas pareil, 15 millimètres en une demi-heure ou 15 millimètres en 1 heure. Donc, c'est ces données-là qu'on va aller chercher, qui sont disponibles auprès de Météo France, je pense, pour tout le monde, pas uniquement pour les scientifiques. Je pense qu'on peut y avoir accès, surtout que maintenant, je dis que vous pouvez y avoir accès maintenant si certains d'entre vous sont intéressés, puisque les données Météo France maintenant sont en libre accès. Donc voilà, on s'appuie sur les données Météo France qui nous fournissent ces données d'intensité. Et derrière, bon, voilà, c'est un peu des équations, des calculs complexes qui nous permettent d'aboutir à une valeur d'érosivité. Mais notre donnée d'entrée, notre donnée de base, c'est les intensités pluviométriques. Oui. Vous avez bien exposé l'action de la pluie. Par ailleurs, est-ce que la mécanisation croissante a aussi joué un rôle dans l'érosion des sols par son tassement, par son arrachage? Et est-ce que les actions peut-être anecdotiques, voire cartes postales de traction animale sont une solution? Alors oui, indéniablement. La mécanisation, j'ai envie de dire la mécanisation de l'agriculture en général, post-Seconde Guerre mondiale, a contribué en elle-même à l'érosion, à faire partir l'érosion à la hausse. C'est ce qu'on appelle l'érosion aratoire. Même, vous voyez, on la distingue de l'érosion hydrique. C'est un champ propre à l'érosion, donc on appelle l'érosion aratoire. Donc indéniablement, les engins agricoles, ne serait-ce que par les labours. Les labours, bon, on va enlever la mauvaise herbe, très bien, ils veulent aérer le sol. Donc ils passent après l'hiver, où l'hiver, un peu avec les précipitations, ça a éclaté les agrégats de sol qui se sont répandus à la surface du sol. Après l'hiver, vous allez avoir un sol qui est très dur, donc c'est pour ça, quand la vigne réenclenche son cycle végétatif en mars, on laboure pour aérer les sols, les oxygéner, mais en labourant les sols, qu'est-ce qui se passe? On ameublit le sol. Okay, donc le sol, il va être beaucoup plus simple à transporter par le ruissellement. Donc encore une fois, c'est indéniable, les engins agricoles et aussi les engins agricoles, le tassement. Le tassement dans les facteurs, j'en ai pas parlé, j'ai hésité, je me suis dit, je ne vais pas abuser du temps qui m'est donné. Le tassement du sol par les engins agricoles, la viticulture, vous avez un nombre de passages des engins agricoles qui est très élevé, que ce soit pour tailler la vigne, que ce soit pour traiter la vigne, que ce soit pour labourer, que ce soit, vous voyez, pour remonter la terre. Donc au cours d'une année culturelle, vous avez énormément de passages. Donc les engins agricoles, c'est un certain point, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et qui vont donc tasser le sol. Dans un sol, vous avez, au départ, dans un sol, pas encore cultivé, vous avez plein de vides. Okay, les particules sédimentaires, elles ne s'emboîtent pas parfaitement les unes les autres. Donc vous avez plein de vides qui est rempli par de l'air, ou alors quand il pleut, c'est rempli par l'eau. C'est là que l'eau va circuler et va s'infiltrer dans le sol. Par contre, une fois que votre sol il est bien tassé par les engins agricoles, il va devenir très dur et surtout, vous allez perdre tous ces interstices. Ils vont disparaître. Donc votre sol va devenir très dur et surtout, il va devenir, enfin, les précipitations qui vont tomber ne vont pas pouvoir s'infiltrer dans le sol. Conséquence, ruissellement. D'accord ? Si forcément il y a une quantité d'eau que le sol va pouvoir éponger, s'il ne peut plus l'éponger par infiltration,
ça va ruisseler et ça produit de l'érosion. Donc, autre gros impact, autre gros facteur, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, autre gros facteur sur un facteur érosif, donc fait partir les taux d'érosion à la hausse, c'est la mécanisation, clairement, de l'agriculture, j'ai envie de dire, en général. Et après, sur les modalités de culture alternative, comme par exemple faire tracter les charrues par des bœufs ou par des chevaux. On m'a déjà posé cette question et j'ai pas vraiment de réponse. On n'a pas encore de tests là-dessus, de recul. C'est vraiment anecdotique, ça, encore à l'échelle de vignobles. Les plus comment dire, vindicatifs sur la cause environnementale vont faire ce qu'on appelle très souvent la biodynamie. Alors vous avez différents niveaux de biodynamie. Alors, il y en a qui plantent des cornes dans le sol, soi-disant ça va fertiliser davantage le sol sur lequel pousse la vigne. Et il y en a effectivement qui vont refaire passer les chevaux. Mais il n'y a pas d'études qui ont été conduites encore là-dessus. C'est tellement anecdotique. Voilà, que j'aurais du mal encore à vous donner une réponse ferme et définitive là-dessus. Je pense en tout cas qu'il faut effectivement temporiser sur les engins agricoles. Il faudrait trouver une manière à ce qu'ils passent moins dans les parcelles viticoles, parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y a un nombre de passages qui est vraiment phénoménal au cours d'une année. Oui. Toutes les réponses sont possibles, tout est ouvert sur le temps qu'une particule de sol peut mettre à passer d'un versant en bas du cours d'eau. Pourquoi tout est possible ? Tout dépend de l'intensité, de la quantité, aussi j'ai envie de dire, d'eau de pluie qui va tomber, mais surtout de l'intensité. Si vous avez une pluie... Ah si, avec la station que je vous montrais, il y avait les débits liquides, débits solides. Vous savez, en un épisode pluvieux, la quantité de sédiments qui a transité en... Ah, pour avoir la valeur que je vous donne, alors, l'épaisseur du sédiment en 1000 ans, mais ça peut varier. Ça va varier en fonction de l'érosion que vous avez sur vos versants. Si vous avez une érosion qui est très calme, en 1000 ans, vous allez avoir une épaisseur qui est très faible. Alors, par contre, ah oui, par exemple, dans les archives sédimentaires, là, on peut tout à fait avoir. Quand on a une archive sédimentaire qui va être très dilatée, on peut faire l'hypothèse qu'il y a eu beaucoup d'érosion. Par contre, si vous avez 2000 ans de données, 2000 ans de dépôts, et des dépôts qui font 20 cm, vous voyez, si on rapporte au centimètre par an, ça va être ridicule. Donc ça, tout dépend de l'érosion que vous avez sur les versants. Est-ce que c'est une érosion très forte ou est-ce que c'est une érosion très faible ? Donc c'est pour ça que je dis, là, vraiment, tout est ouvert. Il n'y a pas de réponse toute faite là-dessus sur le temps que vont mettre les sédiments à rejoindre le cours d'eau. Et la deuxième question, c'était sur... Là, par exemple, si je reviens sur mon archive sédimentaire, ici, vous avez en gros 1,20 m de dépôt. Et le bas, vous êtes au premier âge du fer. Donc, premier âge du fer, on va dire vous êtes aux alentours de 5 siècles avant Jésus-Christ. Et en haut, c'est le sol actuel. Donc voilà, ça permet de se donner un ordre d'idée. Globalement, moi, quand je suis arrivé face à cette archive sédimentaire, je trouve que c'est pas tant que ça. Ok ? Mais vous avez d'autres contextes qui ne travaillent pas du tout en vignoble. En 2500 ans, vous pouvez avoir 4-5 mètres d'épaisseur de sol, de dépôt. Tout est question, encore une fois, de l'intensité de l'érosion que vous avez sur les versants dans le passé. Alors, on est essentiellement sur du calcaire ici. Marne et calcaire, en Bourgogne. Okay, le vignoble bourguignon est établi sur des marnes, du calcaire. Des fois, c'est un peu les deux. C'est marno-calcaire. Voilà, c'est la géologie qui domine sur les sols viticoles bourguignons. Ouais.
Ah oui, 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 oui. Alors, la viticulture gallo-romaine, et c'est ce qui a été intégré ici, dans ce modèle, je ne suis pas revenu dessus, sur ce modèle pour voilà, avoir une information spatialisée de l'érosion dans le passé, on a intégré l'évolution de l'orientation des rangs de vignes. Ça n'a pas été toujours la même au cours de l'histoire. Les Romains, en réalité, ils plantaient, ils plantaient alignés sous la forme de rangs, mais pour reproduire la vigne, ils faisaient ce qu'on appelle le provignage, c'est-à-dire ils tiraient un sarment de vigne qui plantait dans le sol, et en gros, vous allez avoir un pied de vigne qui repartait. Et donc, on disait à l'époque romaine qu'on était plus sur un mode de plantation en quinconce. D'accord ? Ça, c'est bien. En quinconce, déjà, c'est mieux que dans le sens de la pente ou dans des rangs parfaitement alignés. Alors, l'idéal, c'est dans des rangs parfaitement perpendiculaires au sens de la pente. D'accord ? Donc, vous avez une évolution de l'orientation des rangs de vignes dans l'histoire viticole. C'est vrai que les fosses de plantation, là, on a l'impression que c'est parfaitement aligné déjà. Mais en fait, avec le mode de reproduction de la vigne, le provignage, on aboutissait très rapidement à une structure un peu plus anarchique, on appelait en quinconce. Exactement. Voilà, je n'ai pas employé le terme, mais c'est ce qu'on appelle de la vigne en foule. Tout à fait. Et on faisait ça également au Moyen-Âge. Tout à fait. Je prends un dernier. Pardon ? Ah, bien sûr. On marche sur un fil. Hein. Dès qu'on s'attaque au sol, notamment en Bourgogne, vous avez vu l'importance que ça a. Dans le discours actuel, on marche sur un fil. Hein. C'est sûr qu'ils sont très... ils marchent sur des œufs dès qu'il s'agit de modifier les sols. C'est sûr qu'on va on va recouvrir les parcelles viticoles d'herbe. Bon, potentiellement, on peut modifier un peu les caractéristiques du sol. Donc c'est pour ça aussi qu'il y en a qui se freinent à le faire. Ok ? C'est tout bon ? Passez une bonne soirée.